Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue au Festival d'Histoire de l'Art pour cette table ronde du DFK. Je ne vais pas en dire davantage, vous avez tous les spécialistes réunis qui pourront vous parler d'art et mass média. Je vais juste laisser la parole à Thomas Kirchner pour introduire cette table ronde. Thomas Kirchner qui est donc le directeur du DFK. Bon, oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est vraiment un très grand plaisir d'introduire brièvement cette table ronde. D'abord, j'aimerais bien remercier, bien sûr, d'abord Eric de Chassé et le directeur général de l'INHA et France Nerlich, la directrice de recherche, pour nous accueillir de nouveau chaque année. Nous nous donnons la possibilité, avec une carte blanche, de présenter nos recherches, avant tout aussi avec nos dossiers. Les dossiers de l'année 2019-2020 qui ont travaillé sur les nouveaux médias et les arts. Bien sûr, un très grand merci à vous, à vous toutes, à vous tous. Maintenant de vous charger également de cette table ronde, de cette discussion. Vous venez juste maintenant de la publication qui vient de sortir, la publication électronique qui vient de sortir comme résultat de cette année de recherche au Centre allemand. C'est un livre électronique qui existe bien sûr aussi en livre imprimé, mais avant tout électronique. Vous trouvez ce livre sur notre site du Centre allemand. Juste maintenant, je ne veux pas maintenant prendre trop de temps. J'aimerais bien introduire brièvement les membres de cette table ronde. D'abord, je suis l'alphabet avec François Aubert. François Aubert enseigne l'histoire de l'art et de la théorie de l'art à l'École normale supérieure de Beaux-Arts à Lyon. Il a organisé plusieurs expositions, dont les plus récentes sont de toit et à la surface, le plateau, le FRAC Île-de-France, une autre, l'appropriationiste, pour moi c'est difficile, l'appropriatoniste, j'espère que c'est bien, c'est contre et avec, et Jos Calan, classicisme Villa du Parc. Au début de 2019, il a soutenu sa thèse de doctorat, pratiqué son permis, la Picture Generation et les contrôles des représentations 1977 à 1986. Après, c'est Juliette Bessette, qui est doctorante en histoire de l'art à la Sorbonne Université, au centre André Chastel. Elle travaille sur l'impact des développements technoscientifiques de l'après-Seconde Guerre mondiale, sur la création artistique d'alors et sur le phénomène de naissance de cette période d'une conscience environnementale dite globale. Elle est chargée de cours en art du XXe siècle, en art contemporain à l'École du Louvre. Marie-Laure Delaporte est docteur en histoire de l'art contemporain, diplômée de l'Université Paris-Nanterre. Elle est l'auteur d'une thèse intitulée L'artiste et la caméra, hybridité et transversalité artistique 1962 à 2015, soutenue en décembre 2016. Elle est enseignante en histoire de l'art à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne et à l'Université Paris-Nanterre. Et elle enseigne également l'anglais à l'Université de Versailles. Finalement, Julie Matin est docteur en sciences de l'art. Ses recherches portent sur les pratiques artistiques, documentaires et les relations entre création artistique et politique à l'ère des images fluides. Elle est actuellement chercheuse au sein de l'ESA. Je ne sais pas. Alors, c'est pour un étranger, toutes ces abréviations, c'est vraiment très, très difficile à comprendre. Mais en tout cas, c'est l'ESA, Université Aix-Marseille, et affiliée à LLA Creatis à l'Université Toulouse Jean Jaurès. Elle participe au programme de recherche images et transit et elle est autrice de plusieurs articles parallèlement à ses activités universitaires. Elle est critique d'art et commissaire d'exposition. Et finalement, Marie Bisset, elle est docteure en histoire de l'art contemporain. Elle a soutenu en 2017 une thèse de doctorat intitulée Les artistes contemporains et les clips vidéo de la naissance de MTV à l'apparition de YouTube 1981 à 2005 à l'Université Paris-Nanterre. Ses recherches actuelles portent sur l'exposition
les immatériaux organisés en 1985 par Jean-François Lyotard et Thierry Capu au Centre Pompidou. C'est ça, et maintenant, merci beaucoup à vous toutes, vous tous, et je passe la parole à vous. Merci beaucoup, Thomas. Marie-Laure Delaporte et moi-même allons modérer cette table ronde au cours de laquelle Juliette Bessette, François Aubard et Marie Visset vont discuter à partir de leur champ de recherche la question de la relation entre art, nouveaux médias et plaisir. Donc on va s'intéresser à des œuvres et à des artistes qui, depuis le milieu du XXe siècle, se sont appropriés les représentations des médias de masse. Donc, qu'il s'agisse du cinéma, des magazines ou encore des clips musicaux. Ces médias, qui sont source de divertissement, sont aussi source de plaisir et ils ont contribué à créer une culture visuelle populaire qui est à l'origine, dans le champ de l'art, de gestes d'appropriation, de citation, de réemploi. Les artistes dont il va être question, qu'ils appartiennent à la période du pop art, de la picture generation, ou de la génération post-production, propose de déconstruire pour mieux comprendre les différentes formes de plaisir visuel suscitées par les médias de masse. Alors, comme vient de l'expliquer Julie, vous travaillez tous les trois à la fois sur les nouveaux médias et sur l'art visuel. Et peut-être pour commencer, pour qu'on comprenne un petit peu mieux le sujet de la table ronde, est-ce que vous voudriez bien essayer de nous expliquer justement ce lien à la fois entre plaisir et nouveaux médias? Alors, Ok, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup Marie-Laure. Donc oui, pour commencer, donc moi je vais expliquer les recherches que j'ai menées donc, dans le cadre de ma thèse de doctorat, donc, dans lesquelles j'ai étudié en fait, les rapports entretenus avec par les artistes plasticiens avec donc, le clip vidéo musical qui a émergé dans les années 80 et avec la naissance des premières chaînes musicales en 81 jusqu'aux années 2010. En particulier donc, en France et aux États-Unis, donc les États-Unis étant le lieu où donc, ont débuté ces chaînes musicales. Donc moi, je suis intéressée d'abord oui, aux artistes plasticiens qui ont réalisé des clips vidéo donc commerciaux, des commandes passées par des groupes, enfin des labels musicaux, pour promouvoir donc un titre musical. Donc vous avez un exemple ici, par exemple, je vous ai mis un clip qui avait été réalisé par le studio de production d'Andy Warhol pour donc ce groupe qui s'appelle The Cars, donc en 84. Mais en même temps, l'autre pan de mes recherches s'intéressait aussi donc, aux artistes qui avaient été influencés par le clip et par les codes du clip vidéo dans leur recherche plastique et comment ils se sont servis, comment ils ont été imprégnés par ces codes et comment cela a donné des travaux donc, dans le champ des arts plastiques. Donc, notamment, par exemple, je vous en reparlerai pendant cette table ronde, mais des remakes de clips vidéo, donc avec cet exemple de Cathy Roule, qui est une artiste australienne, qui réalise avec ses propres moyens, donc avec un beaucoup plus petit budget, un remake du clip de Michael Jackson Thriller, donc qui a été en 83 le clip qui avait eu le plus gros budget de production, 500 000 $, je crois. Et donc voir aussi les décalages que cela provoque. Et donc juste pour finir, ce qui a été intéressant, c'est d'analyser comment ils se sont appropriés cette forme qu'ils ont vue donc, en grandissant donc, à la télévision, donc avec des artistes qui sont nés bien avant l'apparition du clip, donc comme Andy Warhol, mais aussi des artistes donc, qui sont nés donc, dans les années 70, 80 et qui ont vécu leur enfance, leur adolescence avec le clip. Donc voilà, donc je laisse la parole ensuite à Juliette. Alors, moi, je vais vous parler d'un corpus aujourd'hui qui est affilié au pop art anglais, donc dans les années 50, avec plutôt du matériel qui est issu de journaux et de magazines états-uniens qui ont été ramenés par les artistes du pop art anglais, qui était un groupe d'artistes qu'on appelle l'Independent Group, lors de leur premier voyage aux États-Unis au milieu des années 50.
Et notamment, là, je vous ai mis une petite sélection de magazines qui datent tous du milieu des années 50 pour vous montrer que c'est à la fois des types de magazines comme Life ou Time, mais aussi des revues de vulgarisation scientifique et des pulps de science-fiction qui étaient très appréciés. Et les artistes du pop art anglais vont se servir de ce matériel à la fois dans des œuvres et des collages, mais aussi comme illustration plus théorique d'articles qu'ils publient à l'époque. En guise d'exemple, vous avez ici un article de Life qui se trouve dans les archives d'un des artistes du pop art anglais qui s'appelle John McHale, en plusieurs exemplaires. Et dans un des exemplaires que vous voyez sur la droite, il ne reste que la page de droite, puisque la page de gauche de cette vue de la Terre, qui était très... voilà, c'est vraiment les vues des années 50, a été utilisée, retournée, pour faire le haut du collage, le ciel de ce collage très connu, qui est une des œuvres les plus fameuses du pop. Également d'autres petits extraits d'images de ces archives, de ce qu'on appelle les palettes, c'est classifié comme ça dans les archives, les palettes d'images de John McHale, qui étaient donc des espèces de banques d'images dans lesquelles il venait piocher. On voit à la fois des éléments prédécoupés pour être utilisés, mais aussi des espèces de cadavres lacunaires d'images qu'on peut retrouver ensuite dans ses œuvres. Comme pour Marie, même si l'usage est autre, c'est important de préciser que ces artistes ont vraiment grandi avec ces images, c'est quelque chose d'important pour eux, et ils envisagent vraiment la culture en termes de spontanéité et de plaisir, et ils estiment que ces images ont une efficacité symbolique qui est égale, voire supérieure à l'efficacité des images de beaux-arts et de grand art, puisqu'elles ont l'avantage de se renouveler constamment et donc de rester toujours en phase avec leur vie quotidienne. Donc c'est une approche de la culture qui est aujourd'hui assez commune, mais qui était assez disruptive dans les années 50 en Angleterre. Et pour terminer, juste un mot sur donc le sens original dans lequel ils utilisaient le mot pop art pour aussi rejoindre Marie là-dessus. C'est vraiment ils avaient l'ambition de travailler directement dans les industries du divertissement et dans les industries de masse. Et c'était ça vraiment le pop art pour eux. Ils ont fait, vous connaissez par exemple les pochettes du White Album de Richard Hamilton. Il y a eu plusieurs autres productions publicitaires, mais c'est des productions qui n'ont pas du tout été conservées, jugées dignes d'intérêt pour être conservées dans des musées. Et bonjour. En fait, moi, j'ai fait une thèse et une recherche sur la Pictures Generation. La Pictures Generation, c'est comme son nom l'indique, c'est une génération d'artistes qui apparaît aux États-Unis à la fin des années 70. Et ce nom de Pictures Generation leur est associé au milieu des années 80, qui est un terme, comme ça, a priori, littéralement, c'est très facile à traduire en français. Pictures, c'est image, et génération, c'est génération. Il se trouve que pictures, en anglais, a une signification plus ample, c'est-à-dire que ça qualifie le matériau, c'est-à-dire un écran de cinéma ou une toile, autant que la représentation. En fait, le terme le plus juste, probablement en français, serait la génération-représentation, ça sonne moins bien. Donc j'ai gardé, comme tout le monde, j'ai gardé Pictures Generation. Ce terme, en fait, comme je le disais, il est accolé à ces artistes de façon générationnelle, c'est-à-dire sans que ça constitue un groupe à proprement parler, sans que ça constitue une revendication commune, à partir d'une exposition qui est vraiment importante pour cette histoire. C'est une exposition qui s'appelait Pictures, qui est organisée dans un lieu new-yorkais qui s'appelle Artist Space et qui est organisé par un critique d'art qui s'appelle Douglas Crimp. Et en fait, cette exposition, elle est manifeste dans la mesure où Crimp a cette idée de réunir un certain nombre de jeunes artistes de l'époque qui font des travaux qui ont en commun d'utiliser des images préexistantes. Là, donc de façon... si on fait le tour
tour le tour de l'exposition, pour le dire comme ça. À gauche, il y a une pièce de Sherry Levin qui sont des profils, notamment ceux des présidents qui apparaissent sur les pièces aux États-Unis, et puis d'autres profils qu'elle a récupérés à différents endroits et qui sont présentés pour elle comme dans un soap opéra, c'est-à-dire un soap opéra, l'intrigue avance parce qu'il y a des dialogues. Et en fait, c'est pour elle des séries de dialogues. Derrière, il y a une pièce de Robert Longo que vous ne voyez pas très bien. La grande masse grise, en fait, au sommet de cette masse grise, vous voyez des petits pics comme ça, c'est l'image d'un cavalier qui sort de sa cachette sur son cheval, donc, qui apparaît vraiment comme 24 images par seconde, donc qui fait vraiment référence au cinéma et au western. Et puis en face, c'est un homme qui tombe parce qu'on lui tire dans le dos. C'est l'image, enfin une des images finales de The Foreigner de Fassbinder. Merci. Et puis complètement à droite, c'est 3 peintures de Philip Smith qui sont des peintures pour lesquelles il reprend des photographies qu'il a faites de différentes choses, soit des photographies d'images, soit des photographies d'objets qu'il détourne et qu'il agence comme ça, comme une bande dessinée, mais qui a aussi un effet d'homogénéisation, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui ressemble à un storyboard. Et il se trouve que la Pictures Generation est très associée à ce geste qui est effectivement fondamental et qui est, pour le dire dans une certaine façon, technique, c'est-à-dire de reprendre des images préexistantes qui soulèvent un certain nombre de questions en termes d'autorité. Qui est l'auteur ou l'autrice de cette image dès lors qu'elle a déjà été produite ailleurs? Est-ce qu'il y a production artistique parce qu'elle est déplacée d'un support à un autre? Il se trouve aussi que toutes ces images proviennent, là en l'occurrence, beaucoup du cinéma, ou en tout cas font référence au cinéma, et puis si tu veux bien mettre l'image d'après, beaucoup de ces images font souvent référence à la publicité ou aux séries télé, c'est-à-dire que c'est des artistes qui récupèrent des images, mais qui ne sont pas n'importe quelles images, qui sont des images qui sont toujours faites pour être dans une forme d'efficacité, dans une forme de... est-ce que c'est du plaisir? En tout cas, il y a un plaisir à aller au cinéma, c'est certain. Est-ce qu'on parle de plaisir quand on regarde de la publicité? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a cet attrait pour comment ces images fonctionnent et quels effets elles ont sur leur public. Oui, pardon, du coup, ça c'est une pièce de Dara Birnbaum qui est une répétition une mise en boucle d'éléments du générique de Wonder Woman, qui était cette série télé de fantasy, de super-héros dont le personnage principal est une femme. Et sans le son, c'est beaucoup moins spectaculaire. Oui. C'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. On peut avancer. D'accord. Alors, je vais passer à la question suivante. Merci de nous avoir présenté vos recherches. Est-ce que vous pourriez maintenant présenter peut-être de façon plus explicite les liens que les artistes auxquels vous vous intéressez tissent entre les médias de masse et le plaisir, ou la notion de plaisir? En tout cas, comment ce lien peut se manifester dans leur travail? Est-ce qu'il est question du plaisir du spectateur dans ces œuvres d'artistes? Est-ce qu'il s'agit du plaisir qui est généré par les œuvres ou bien du plaisir généré par les représentations issues des masses médias détournées dans les œuvres? Alors oui, donc pour ma part, pour mes recherches, donc le lien entre création et plaisir visuel, oui, est assez étroit.
Pour les artistes qui réalisent des commandes, donc des clips vidéo pour la télévision, puisque donc, enfin, c'est ce que j'en déduis, hein, puisque le but est donc d'inciter le public à ensuite acheter le disque dont l'artiste fait la promotion. Donc oui, le disque, ou aller voir donc ensuite le groupe ou le chanteur en concert. Et donc l'artiste et plus généralement les réalisateurs de clips vidéo, puisque moi je me suis intéressée à des artistes visuels, mais bon, évidemment ce n'est pas, c'est une part minime des gens qui réalisent évidemment des clips. C'est même peut-être une exception. Oui, ils devaient convaincre par leurs images le public donc à consommer cette musique. Donc ils devaient donc penser donc à une certaine séduction du public. Alors elle se fait donc par différents moyens. Donc je vous ai mis plusieurs exemples. Donc le clip dont je vous parlais tout à l'heure, donc The Cars, avec Andy Warhol, et par exemple ici donc on a Warhol, donc l'artiste pop, qui se met en scène dans le clip vidéo avec une certaine connivence avec le groupe. Donc il y a tout un scénario avec le groupe de musique, et en même temps, bon, ça c'est aussi peut-être plus ce qui me plaît en tant qu'historienne de l'art, mais il y a beaucoup de références donc aussi au travail de Warhol, et on voit donc que Warhol est quand même déjà devenu, donc vous voyez, c'est à la fin de sa vie en 84, puisqu'il meurt en 87, mais est aussi devenu une figure médiatique à lui tout seul. Donc oui, d'autres moyens aussi donc d'engager ce plaisir visuel, ça marche évidemment. Donc quand on parle de musique et d'image, avec la synchronicité du son avec la musique, et c'est ce que fait très bien Robert Longo, notamment dans ce clip, un Bizarre Love Triangle réalisé par New Order, donc l'artiste dont vous avez déjà parlé, François, qui lui aussi donc mène dans les années 80 une carrière de réalisateur de clips assez courte, mais va réaliser donc quelques clips où il s'inspire notamment du montage d'un cinéaste expérimental. Enfin, il reprend un montage très rapide qui avait été réalisé, qui avait été produit par les artistes du Flickr Film, qui avaient produit des films donc à clignotement. Et on retrouve donc ce même montage donc, qui était synchronisé donc, à la musique de New Order. Ou encore donc, la création d'un univers, comme par exemple avec Tony Osler, qui reprend ces puppies, ces poupées qu'il avait créées donc, dans le champ de l'art, mais qu'il les réintroduit donc, dans le champ du clip vidéo. Par contre, donc, pour passer à la diapo suivante, voilà. D'autres artistes, eux, vont, donc, comme je vous le disais, être influencés par le clip, reprendre les images donc, de la culture populaire, de clips très, très connus, et s'en inspirer. Donc là, c'est plutôt leur plaisir visuel à eux qu'ils réinvestissent. Avec des clips marquants, donc qui aussi marqué le spectateur. Donc nous avons Thriller qui est très connu, ou ici Hello de Lionel Richie, donc avec un jeu, donc un remake qui fait donc du clip, avec évidemment, comme je vous le disais, un décalage, par exemple pour la vidéo de Cathy Roule, où elle réalise donc une version dans son garage, donc évidemment sans tous les moyens du cinéma. Avec des moyens très pauvres. Donc ça fait une version home movie de ce clip. Mais c'est le rapport, on voit émerger ici le rapport d'amateurs de ces artistes, donc à la pop culture en général, et qui relève plutôt de la posture du fan plutôt que de l'artiste. Et en cela, peut-être ils sont, puisqu'ils avaient peut-être les moyens de filmer, etc., ils sont un peu précurseurs de toute la vague de ces personnes qui se filment maintenant. Par exemple, je pense au phénomène TikTok, qui se mettent en scène en faisant donc du playback sur une musique donc, à la mode actuellement. Donc, je ne sais pas s'il y a une autre image. Oui, et donc d'autres artistes, donc, notamment Pippi Lotteriste, donc, qui est une artiste suisse. Elle va également donc reprendre les codes du clip
dans sa propre pratique, donc notamment avec par exemple cette vidéo qui s'appelle You Call Me Jackie, où elle se filme devant un travelling qu'elle a filmé en train, et elle rechante, donc oui, comme je le disais, hein, elle fait du playback sur une chanson de Kevin Coyne, qui avait connu un succès donc, quelques années auparavant. Et donc, en fait, le but pour elle, c'est de créer ses propres images, de s'approprier ces codes de la pop culture, donc du clip, et elle, de créer donc ses propres images, mais également en singeant certaines postures, parce que je vous ai mis cette image ici parce que on peut y voir, oui, des postures comme celle de Madonna dans ses clips, qu'elle reprend. Donc, c'est aussi une critique, ou en tout cas une étude hein, des codes et des images des clips. Et bon, elle fait aussi le même travail hein, avec I'm a Victim of This Song, où elle reprend directement la bande musicale de Chris Isaak et où elle crée donc ses images. Et pour finir, elle met aussi en scène par exemple des sujets qui sont évidemment complètement absents de la pop culture, enfin en tout cas du clip, avec Blood Clip, où elle fait un clip en hymne aux règles, donc un sujet très féminin, totalement tabou et absent donc oui, des représentations qu'on voyait à la télévision dans les années 90. Et elle en fait un sujet très gai, avec évidemment l'utilisation du synthétiseur, des images vidéo dans cette vidéo. Voilà. Et oui, bon, pour finir sur une critique, enfin en tout cas sur quelque chose qui essaye de déconstruire ces formes du clip vidéo, une installation de Candice Brest, une artiste donc africaine, pardon, qui donc réalise cette installation en 99. C'est sa première installation vidéo. Avant, elle faisait plutôt du dessin ou du photomontage, où elle reprend en boucle, mais des boucles très courtes de 30 secondes, des clips très connus des années 80. Donc oui, avec Madonna, vous avez Police, Grace Jones, Wham, etc., Prince aussi. Et c'était aussi, donc oui, pour se détacher de la séduction de ces images venant de la télévision, et pour aussi engager une réflexion sur elle, sur le lieu où elle vivait, d'où elle venait, l'Afrique du Sud, où il y avait, je ne sais plus exactement combien, mais une vingtaine de langues différentes. Et donc, en mettant en boucle ces différents morceaux de clips qui étaient en boucle en même temps, ça crée une cacophonie, et donc une tour de Babel moderne qu'elle crée dans cette installation. Et alors moi, sur cette question de plaisir, je voudrais prendre un exemple qui est celui des. Pour la question, dans la question du plaisir, il y a effectivement une chose qui est assez récurrente dans le travail de la Pictures Generation, qui est cette espèce d'immédiateté dans la relation aux images. Et notamment, ça s'exprime, pardon, c'est pas très clair, mais je pense que ça va se clarifier avec l'exemple. C'est notamment assez explicite dans la récurrence d'un type d'image qui est celle des photogrammes. Alors les photogrammes, c'est des images qui sont faites pour faire la promotion des films, qui existent de deux façons, c'est-à-dire parfois c'est vraiment une image de la pellicule qui est reproduite comme une photo, mais bien souvent c'est plutôt ce qu'on appelle une photo de tournage, c'est-à-dire on met les acteurs et les actrices en scène et on fait une photo. Et en fait ces images, elles accompagnent le cinéma, qui est une expérience qui produit assez peu d'objets et assez peu de choses. On a peu d'éléments de souvenir d'un film, surtout à l'époque où il n'y a pas de cassettes et pas de DVD ou autre. Donc effectivement, ces images, déjà, c'est des sortes de souvenirs des films, mais plus encore, c'est des images qui sont faites pour
donner envie d'aller au cinéma. Je sais que ça fait longtemps que personne n'est allé au cinéma ces derniers temps, mais ça y est, on peut y retourner. Dans les couloirs des cinémas, bien souvent, il y a des images qui sont ces images qu'on appelle des photogrammes et qui sont là pour vous donner un peu l'atmosphère, l'ambiance d'un film. Et ces images sont très régulièrement présentes dans le travail des artistes de la Pictures Generation. Donc là, en l'occurrence, en haut à gauche, c'est une photo de Cindy Sherman. C'est la première d'une, pour ainsi dire, longue série de ce qui fera vraiment le travail de Cindy Sherman, qui consiste à se prendre en photo elle-même dans des situations, des postures qui évoquent celles de ces photogrammes. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser qu'en fait, en anglais, on dit stills. Stills, ça veut dire, ça veut dire arrêt. Donc il y a quelque chose aussi de ce temps arrêté, pour le dire comme ça, d'une chose stoppée. Et c'est cette première série de Sherman, elle est d'une simplicité assez incroyable. C'est qu'en fait, elle se prend en photo elle-même dans des attitudes qui évoquent des narrations. Alors il y a souvent le regard hors cadre, il y a souvent quelque chose qui indique une action en cours, et on est invité à s'imaginer à quel film cette image appartient. Il y a des choses moins explicitement liées au cinéma, mais qui sont quand même dans ce rapport à véritablement l'arrêt. C'est en bas à gauche, vous avez des dessins de Longo. Longo faisait des dessins de personnes, souvent des proches et des amis, à qui soit il lançait une balle, soit il les tirait avec des ficelles, enfin il leur faisait faire des gestes assez incroyables comme ça, qui, si vous vous rappelez de ce que je montrais tout à l'heure, qui en fait évoque aussi ces chutes au cinéma toujours très spectaculaires. Et donc on a à nouveau cette histoire de l'arrêt comme embrayeur d'une narration. Et puis à droite, deux peintures, une tout à droite de Richard Bosman, qui lui, c'est des images qu'il invente, pour ainsi dire, mais qu'il invente dans le sens où ce n'est pas des reproductions d'une image existante, mais qui sont toujours évocatrices comme ça, voilà, une scène, quelqu'un qui est mort, une femme qui peut-être va partir par la fenêtre ou vient de rentrer par la fenêtre. Et à sa gauche, une peinture de Walter Robinson. Alors, en l'occurrence, Walter Robinson, lui, recopie des images préexistantes. Et là, en l'occurrence, c'est la couverture d'un roman qui s'appelle The Homeboy Duke, par un auteur d'Irving Schulman. Irving Schulman, c'est la personne qui sera co-auteur de La Fureur de vivre. C'est les premiers romans de passion adolescente, pour le dire comme ça. Et effectivement, c'est une couverture de livre, mais ça a la même vocation qu'un photogramme, c'est-à-dire c'est sur la couverture du livre pour vous donner envie d'acheter ce livre. Est-ce que tu veux bien mettre l'image suivante? Et donc, là, sur cette question d'envie et de désir, il y a un projet d'une artiste qui s'appelle Louise Lawler. Alors, je vous ai mis l'image à droite, mais qui consiste à projeter un film sans l'image, mais en ayant tout le dispositif, c'est-à-dire il y a un moment de projection, vous achetez un ticket, vous rentrez dans la salle avec les autres personnes, vous vous asseyez à côté des personnes et vous écoutez un film, pour ainsi dire, dans la pénombre. Elle l'a fait plusieurs fois. La première occurrence, c'est un film qui s'appelle The Misfits, qui est un film qui est la dernière apparition au cinéma de Marilyn Monroe, qui a été choisi par Lawler pour différentes raisons, mais notamment effectivement parce que c'est substituer cette image idéalisée de la femme à l'écran. Donc il y a effectivement ce fait d'enlever l'image. Néanmoins, si vous faites l'expérience, c'est un truc assez curieux à faire, mais de regarder un film en ayant la bande son et que les dialogues, tout d'un coup, vous pouvez vous imaginer un tas d'autres choses. Et en fait, les témoignages des gens qui ont assisté à ces diffusions disent tous qu'en fait, il y a des moments où ils entendent des bruits, ils se disent il y a peut-être un avion, un bateau, une chute de pierre, que sais-je. Donc il y a est présent dans ce projet le désir de comment dire, de susciter l'imagination. Et en fait, la deuxième occurrence de ce projet qui s'appelle A Movie Will Be Shown Without the Picture, la promotion est faite par ce poster que vous voyez à gauche, qui sont trois photogrammes. Et en fait, c'est des photogrammes vraiment
en fait, vous avez un dessin animé avec des animaux qui font des pitreries, un homme et une femme qui se tiennent à un rocher et qui risquent de tomber, et un homme et une femme qui vont s'embrasser. C'est-à-dire vous avez tous les types d'émotions que vous pouvez vivre au cinéma, le rire, la peur et l'amour, pour le dire simplement. On pourrait en détecter plein d'autres. Mais ce qu'il y a d'assez fascinant avec ces images, c'est qu'effectivement, elles vont beaucoup plus vite qu'une narration, c'est-à-dire que face à ces images, ce n'est pas une histoire qui est racontée, c'est un affect, c'est un sentiment, enfin, c'est une sensation qui est véhiculée par ces images. Et je pense que vraiment, dans le travail de la Pictures Generation, il y a cette relation affective, enfin, comment les images captent les émotions, en tout cas produisent du plaisir comme ça sous une forme d'instantanéité. Ah oui. C'est une pièce de Richard Prince qui est très célèbre. J'ai dû me tromper. C'est une photographie d'une publicité. Vous reconnaissez probablement Marlboro. Mais en tout cas, effectivement, c'est une publicité qui Richard Prince une majeure partie de son travail consiste à faire des photographies de publicité qu'il cadre. C'est vraiment, il fait des photographies, hein, il ne scanne pas. Il a un appareil photo qu'il met bien à l'horizontale pour faire des photographies. Et il photographie de façon à cadrer pour enlever le texte. C'est-à-dire que vous n'avez pas... En fait, vous avez cette image qui est comme ça, une image très stéréotypée d'une espèce d'idéal masculin, la liberté, la dominance de sa monture, les grands espaces, etc. Mais qui, normalement, dans la publicité, c'est effectivement ce même effet de saisissement qui est véhiculé vers Marlboro, c'est-à-dire qu'on vous montre l'image et puis on vous indique Marlboro comme le produit qui vous amène l'assouvissement de ce désir. Et Prince le cadre volontairement en excluant Marlboro, c'est-à-dire qu'effectivement on n'a plus que la pulsion, pour le dire comme ça, ou en tout cas le désir. C'est la photographie du désir. Alors, on va retourner beaucoup en arrière, un demi-siècle en arrière. C'est pas vraiment la même typologie d'image ni d'usage, mais pour revenir sur cette question donc, du lien avec le plaisir, donc, dans le pop art anglais dans les années 50, les modalités de plaisir à l'image sont très variables, puisqu'il y a le panel d'usage est lui-même très variable dans le corpus dont je parle aujourd'hui. Donc, selon que ces images sont utilisées, comme j'en ai parlé, en illustration plus théorique d'articles, ou alors qu'elles soient réutilisées, j'ai essayé de vous mettre un peu un panel de tout ici, qu'elles soient réutilisées de manière assez littérale dans les œuvres comme l'œuvre d'Edoardo Paolozzi, en bas à gauche, où vraiment c'est simplement des images qui sont prélevées et collées telles quelles et qui constituent une œuvre, ou alors qu'elles soient réutilisées de manière plus retravaillée comme ce collage robot que vous voyez au centre, ou alors qu'elles soient réutilisées pour du travail de design graphique ou des productions commerciales ou publicitaires, comme vous avez comme sur l'exemple tout à droite. Donc, il existe plusieurs interprétations en histoire de l'art de la lecture qui était faite de ces images à l'époque, qui sont également du plus littéral au plus réflexif. Donc, le plus littéral, c'est vraiment le plaisir en lui-même de l'image du bien de consommation qui arrive des États-Unis dans une Angleterre rationnée d'après-guerre, qui est rationnée jusqu'à 52 ou 54. Donc voilà cette image un peu d'un Londres en noir et blanc dans laquelle débarquent des images de biens de consommation. Bon, c'est une interprétation assez basique. Il y a aussi l'idée du plaisir des images inquiétantes. Donc là, c'est le corpus des images technoscientifiques et des images de science-fiction que je vous ai mises ici. Cette idée qu'on a du plaisir à se projeter visuellement dans ce qu'on ne connaît pas encore. Donc là, la science-fiction joue un rôle très important pour cette sensation de vertige qui est provoquée par cette sorte d'adrénaline de l'inconnu et qui est une forme de plaisir vraiment très populaire et qui existe toujours beaucoup aujourd'hui dans l'imagerie technoscientifique. Et puis, une autre modalité de plaisir dont je voulais vous parler, c'est le plaisir provoqué par le jeu avec ces images. Donc, à travers cet exemple d'une œuvre de John McHale
d'une série d'œuvres en fait, qui s'appelle les collage books. Donc ce sont des œuvres, collages, qui ont un statut un peu ambigu, puisqu'ils sont manipulables. Enfin, ils l'étaient. Maintenant, ils sont conservés dans des pochettes très lointaines. Mais pour faire l'expérience de l'œuvre, il y avait vraiment l'idée qu'on devait en faire une manipulation active. Donc j'ai essayé, c'est un peu complexe de comprendre comment ils fonctionnent. C'est en fait des livres qu'on ouvre comme ça, qu'on déploie, et ensuite qui fonctionnent un peu à la manière de cadavres exquis. Et donc on peut moduler les languettes comme on le souhaite, et faire naître en fait, on rejoue la manipulation des livres ou des revues, des médias de masse, sauf que l'artiste a pensé les choses pour qu'on crée de nouvelles interactions et de nouvelles rencontres entre les éléments des médias de masse qui prennent un sens totalement différent, un slogan qui est associé à une image totalement autre. Donc voilà, il y a tout un travail de déconstruction des stéréotypes des médias de masse par la naissance de nouvelles associations entre ces différents éléments et de nouvelles significations, et disons d'introduction d'un brouillage du message dans le contenu informationnel qui est normalement colporté par les médias de masse, et une sorte de refus de cette information pour venir y mettre un peu d'humour et de jeu. Non, merci. Non, je veux bien. Merci. Si je peux avoir non, mais si tu ne veux pas nous parler de Barbara Kruger. Un joker, pardon. D'accord. Alors, vous avez parlé de différents types de plaisirs visuels que ces œuvres pouvaient apporter. Il y a dans ces différentes images, il y a aussi ce plaisir visuel qui va être lié à la représentation du corps féminin. Et c'est vrai qu'en histoire de l'art et en théorie des arts, c'est un thème qui a été beaucoup repris. On le croise notamment chez Laura Mulvey ou chez John Berger. Et on se demandait justement de quelle manière est-ce que les artistes, les œuvres dont vous avez commencé à nous parler pouvaient essayer justement soit de critiquer ou de déconstruire certains stéréotypes autour justement de ce corps féminin qui est énormément véhiculé, notamment par les médias de masse. Alors, il y a... Dans les artistes auxquels je me suis intéressé, les artistes de la Pictures Generation, il y a un nombre très important de femmes, en l'occurrence. C'est important de le dire de deux façons. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que si on prend en termes numéraires, il doit y avoir à peu près 50% d'hommes, 50% de femmes, mais effectivement, qu'est-ce qu'on met dans le groupe? C'est un peu comme les surréalistes ou ce type de mouvement, c'est-à-dire qu'on peut toujours enlever machin, mettre truc, etc. En revanche, il y a un truc qui est sûr, les artistes les plus connus de la Pictures Generation sont des femmes. Cindy Sherman, Barbara Kruger, Sherry Levin sont des femmes, c'est-à-dire que c'est un phénomène rare, qui est un mouvement, un courant artistique, une sensibilité artistique dans laquelle il y a beaucoup de femmes qui arrivent, qui sortent de l'école au milieu des années 70, donc qui sont exposées aux théories féministes, qui les connaissent, et qui, en étant femmes, se rendent bien compte qu'effectivement, c'est quand même un domaine assez masculin. La plupart en rendent compte à un moment ou à un autre de cette difficulté de trouver une place en tant que femme. Et leurs travaux sont aussi, pour beaucoup, très nourris de cette réflexion sur, effectivement, comme tu l'as dit, la représentation des femmes. Alors, plutôt que de faire un balayage comme ça, je me suis dit que je préférais m'appuyer sur un seul exemple, celui de Cindy Sherman. D'une part, effectivement, juste pour rebondir sur la question, il y a un texte plus tard, qui date des années 90 de Laura Mulvey sur Cindy Sherman, qui est un texte monographique. Et donc, évidemment, Laura Mulvey regarde le travail de Cindy Sherman depuis son regard de théoricienne du cinéma et théoricienne féministe. Et elle a cette formule où elle explique qu'effectivement, c'est un travail qui est
qui a assimilé un certain nombre de réflexions féministes, mais qui n'en est pas ni une illustration, mais qui n'est pas non plus une... je ne sais plus quel est le terme qu'elle utilise à la négative, mais à la positive, elle dit c'est nourri de féminisme, mais c'est fun. Et c'est le terme qu'elle utilise, enfin c'est le terme que Mulvey utilise pour parler de Sherman. Et effectivement, c'est un élément important qu'effectivement le travail de Sherman étant un travail très reconnu, il a été beaucoup commenté de diverses façons, avec un regard extrêmement féministe et militant, jusqu'à des regards complètement privés de réflexion sur la représentation des femmes. Mais en fait, je voulais prendre, pardon, je m'égare un peu, mais je voulais prendre un exemple, qui est cette série qui date de 1981, qui est une série qui est une commande que le magazine Art Forum fait à Cindy Sherman en lui disant on voudrait des images, on voudrait un portfolio, un truc. Et elle fait cette proposition qui est une série d'images qui reprennent ce format horizontal, comme vous pouvez le voir, qui est un format dépliable. C'est-à-dire que dans la revue, il s'insérerait au centre avec un élément dépliable et qui représente Sherman dans des environnements explicitement mis en scène avec un cadrage très resserré sur son corps et quelque chose qui relève de la mise en scène. La série est refusée à cause de son ambiguïté. C'est l'argument proposé par Art Forum, et cet argument, cet élément d'ambiguïté, il est assez juste. Et effectivement, la raison pour laquelle ces photos sont refusées, c'est parce qu'elles évoquent explicitement, enfin en tout cas formellement, les pages dépliantes de magazines type Playboy. Et en l'occurrence, rétrospectivement, la série s'est appelée Centerfold, du nom des images dépliées. Mais pourtant, ces images ne montrent pas beaucoup de nudité. Il y en a où on voit peut-être plus de ventre ou de cuisses, mais vraiment, il n'y a rien de... Enfin, je veux dire, il n'y a pas de nudité. Il n'y a en tout cas pas de nudité, pour le dire comme ça. En revanche, et ce qui est beaucoup plus important que dans les séries précédentes, c'est qu'on a affaire à des photos de femmes dans des états émotifs. Donc on peut, là encore, on peut postuler en bas une frayeur, en haut une forme d'angoisse ou une attente, une tristesse après avoir raccroché le téléphone ou une impatience qu'il sonne, et à droite un moment de larmes sans véritable raison. Alors c'est rarement ça qui est... la question, c'est vraiment le format, quoi. La question de l'ambiguïté, c'est clairement le format. Il se trouve que, alors c'est pas une source de l'époque, mais il y a un livre de Béatrice Preciado sur Playboy, sur Höfner, la personne qui a monté Playboy, et dans lequel Preciado fait considère avec attention comment étaient faites les images de Playboy. Et en fait, Preciado remarque une chose qui est Playboy fabrique des images pornographiques qui ont une particularité, c'est qu'elles sont extrêmement mises en scène. Elles sont souvent mises en scène dans des intérieurs privés. Et en fait, ce que explique Preciado, c'est qu'on a là l'exposition d'une intimité qui est effectivement une intimité physique, mais aussi une intimité domestique, c'est-à-dire c'est vraiment le voyeurisme. On voit une femme nue, on la voit aussi dans sa chambre ou dans sa cuisine. Enfin, c'est-à-dire qu'on rentre vraiment dans son... Et c'est ce qui est en jeu dans ces images, c'est-à-dire qu'effectivement, on a ces éléments d'intérieur qui sont clairement mis en scène et qui sont vraiment glossy. Ils sont vraiment de cette esthétique et cette expression directe d'un état émotif, qui sont aussi une forme d'intimité, c'est-à-dire que nos émotions, a priori, on ne les expose pas à tout à chacun. Alors,
c'est vraiment une série d'images qui a posé des problèmes divers et variés, mais souvent de façon parfois cocasse. Enfin, en l'occurrence, on peut considérer que c'est cocasse. Il y a une autrice qui s'appelle Judith Williamson qui a écrit un texte sur Sherman, dans laquelle elle s'interroge sur une situation pendant la. Enfin, c'est une discussion avec l'artiste et un public, et il y a un homme qui exprime son indignation face à ces images en disant à Sherman que déjà il y a beaucoup trop d'images de ce type de femmes. Enfin, et sans être très clair sur ce qu'il lui reproche, mais en tout cas, il lui reproche de se soumettre à des mises en scène que cet homme considère comme dégradantes. Et la réflexion de Williamson là-dessus est assez intéressante. Et du coup, je vais me permettre de citer le texte de Williamson qui dit « Bien que sa rhétorique semble louable, j'étais certaine que sa colère venait du sentiment de sa propre implication, de la façon dont ces images ne parlaient pas seulement à lui, mais de lui. Et il continuait à en tenir Sherman elle-même responsable, détournant son propre sexisme sur elle, comme si elle était quand même un peu une pute. » C'est-à-dire qu'effectivement, ce que souligne Williamson à cet endroit-là, c'est une chose qui est ce malaise masculin, enfin en tout cas ce malaise masculin hétérosexuel face à ces images qui évoquent des plaisirs très normés de la pornographie. Ce qui est assez drôle, et du coup, ça n'amuse probablement que moi, mais il y a eu beaucoup de critiques hommes qui ont considéré les photos de Sherman en disant « Ah mais non, mais en fait, c'est juste quelqu'un qui joue la comédie et on peut reconnaître la vraie Cindy Sherman derrière ces images ». Ce qui est très problématique parce qu'en fait, de dire on peut la reconnaître, c'est de dire je ne suis pas berné par ces mises en scène et ce jeu avec des formes, là encore, enfin pour le redire, vraiment normatives et vraiment simplistes du désir masculin, hétérosexuel. Et de dire ça, et de dire des choses qu'on voit souvent, qu'on voit moins maintenant, qu'on voit quand même de moins en moins, mais de dire ah oui, c'est une personne qui se met en scène, c'est vraiment cette idée de la purger complètement de son ambiguïté, parce qu'effectivement tout le travail de Sherman consiste à jouer avec ce vocabulaire vraiment en jouant avec, c'est-à-dire pour le redire, en exprimant plus des émotions que de la nudité. Oui, alors pour parler donc du corps féminin et donc du plaisir visuel, donc oui, comme vous n'êtes pas sans le savoir, le clip vidéo, donc en général, n'échappe pas aux stéréotypes concernant donc le corps féminin, en étant très sexualisé, objectifié. Et certaines artistes sur lesquelles j'ai travaillé, comme donc toujours cette artiste qui s'appelle Pipilotériste, ont choisi de les interroger et de les mettre en scène dans leurs travaux. Ici, c'est sa première vidéo qui s'appelle « I'm not the girl who misses much », où elle se met en scène. Donc là, vous le voyez, une version, oui, pas de très bonne qualité, mais bon. Aussi, elle joue sur les défauts du médium vidéo. Et pour montrer aussi donc, comment le corps féminin est utilisé comme objet sexuel dans les productions de la culture populaire et des masses médias. Donc là, vous la voyez, oui, elle porte une robe, mais vous voyez, heureusement que c'est flouté, mais on voit sa poitrine presque complètement apparente. Et dans cette vidéo, elle choisit en fait de réinterpréter, de s'approprier un titre. Donc oui, dommage qu'on n'ait pas le son, mais vous pouvez la voir sur Internet, cette vidéo. Un titre des Beatles qui s'appelle « Happiness is the warm gun », où donc dans le refrain, il y a cette phrase « She's not the girl who misses much ». En référence, en fait, c'est John Lennon qui chante, et c'est une référence à donc, sa compagne de l'époque, Yoko Ono. Et en reprenant cette phrase, Pipilotériste, elle, donc, se l'approprie. Donc le « she » passe donc, par un « I », donc le « elle » devient « je ». Et donc, également, donc, c'est elle qu'on entend chanter.
Donc le chanteur masculin devient une chanteuse féminine et elle reprend place comme actrice, donc avec cette première personne, donc avec une reconquête de la vision féminine, puisque donc le titre évoque donc cette histoire d'une femme mais chantée donc par un homme. Et dans cette mise en scène où on la voit comme un pantin désarticulé qui danse de façon frénétique, c'est aussi donc pour elle un moyen de montrer comment le corps féminin dans les mass médias peut être pris comme un objet, comme un pantin désarticulé, et dont les producteurs ou enfin les personnes au pouvoir, donc semblablement des hommes, font ce qu'ils veulent donc de cette personne. Donc c'est évidemment elle critique les représentations du patriarcat telles que donc ils sont construits dans les clips, en tant que les femmes, en tant que faire valoir d'un chanteur, par exemple. Donc là c'est une réponse à ces productions qu'elle réalise, mais tout en étant aussi un hommage. Donc elle ne critique pas. C'est plus subtil que ça. Enfin, quand on la lit, c'est pas une critique du clip vidéo, mais c'est aussi un hommage donc à la culture populaire, mais en se l'appropriant, et un hommage aussi aux Beatles, puisque donc c'est par les Beatles, par Yoko Ono aussi, donc comme elle le dit, qu'elle est rentrée donc dans le monde de l'art. Donc ensuite, je vais vous parler d'une autre vidéo, donc de Brice Delsperger, donc un artiste français, qui lui proposait aussi une remise, une déconstruction aussi du plaisir visuel à sa façon, puisque donc il reprend avec cette vidéo. La vidéo de Brice Delsperger, c'est donc l'image que vous voyez ici en bas. En fait, il fait donc un remake, encore une fois, d'un clip de Massive Attack, donc de 92. Donc c'est l'image que vous avez en haut à gauche. Et donc sa vidéo s'appelle Ladies and Gentlemen, qui est les paroles que l'on entend au début du clip. Et donc dans ce clip, il y a un striptease. D'une performeuse, d'une stripteaseuse dans un club apparemment célèbre dans les années 90 à Londres, donc qui est spécialisé dans le striptease burlesque. Et donc Brice Delsperger choisit de le rejouer, mais donc au contraire donc de voir la femme s'effeuiller petit à petit, il choisit donc le début de la vidéo commence par, si on le voit, par ce qu'on voit donc normalement à la fin, donc le striptease est totalement fini, puisque donc il a monté sa vidéo à l'envers. Donc en fait c'est le striptease qu'on voit, donc on voit la performeuse se rhabiller petit à petit. Donc évidemment il y a cet effet aussi de vidéo, puisqu'on a l'impression que la vidéo se rembobine. Donc voilà, donc on a tout le show du striptease, donc joué à l'envers. Donc c'est une boucle, puisque donc la vidéo dure, je sais plus, une vingtaine de minutes. Donc on a d'abord une première fois où donc à la fin donc complètement rhabillée, la stripteaseuse est complètement rhabillée, et ensuite ça recommence. Et aussi donc peut-être pour terminer, donc il déconstruit donc il désactive le potentiel d'excitation et d'attente. Donc évidemment un plaisir visuel masculin, ou en tout cas hétérosexuel. Donc l'excitation et l'attente suscitée par le striptease, puisque donc la performance est entièrement nue au début. Et également il interroge peut-être aussi le plaisir visuel et le désir masculin, puisque pour cette vidéo, il choisit de faire appel à une performeuse transgenre, et donc interroge également donc les images, en tout cas les codes de la féminité et du corps que l'on a l'habitude de voir, et s'éloigne donc des canons de beauté véhiculés par les médias mainstream dans cette vidéo. Voilà. C'est une vidéo qui est aussi disponible
que vous pouvez retrouver sur le site de l'artiste où il met en ligne en fait toutes ses vidéos. Voilà. Merci. Alors là, encore une fois, on retombe dans une période plus ancienne, donc avec un paradigme historique qui n'est pas équivalent et social non plus. Donc avec cet exemple dans les années 50 du travail autour du corps de la femme qui est pas dans la déconstruction, qui est plutôt dans l'observation, avec par exemple cet extrait d'un article de John McHale d'une section de groupe d'images qui s'appelle The Girl with the Most, donc on pourrait traduire par la fille la plus ou la fille de tous les superlatifs, et dans laquelle il explique que le corps stéréotypé de la femme, en l'occurrence de Marilyn Monroe, se réincarne symboliquement dans d'autres personnes qui ont exactement la même fonction symbolique. Donc ici, Kim Novak, qui est juste une déclinaison de Marilyn, comme il y en a eu beaucoup dans les années 50. Et voilà, donc les stéréotypes sont traités simplement comme observés. Néanmoins, c'est une question qui a une actualité dans la recherche. Je vous ai signalé ici cette conférence de la chercheuse Linda Need, qui travaille justement, qui a fait cette conférence la semaine dernière sur la question du corps féminin à cette époque en Angleterre dans les mass médias. Et puis, pour finir aussi sur une dernière actualité, il y a cette exposition actuellement au MAMAC de Nice, jusqu'au 29 août pour ceux qui partent en vacances. Je n'ai rien à voir avec cette exposition, ce n'est pas une autopromotion, mais j'en ai entendu du bien, donc je vous la recommande. Et les Amazones du pop qui s'intéressent à la fois aux femmes qui sont des stéréotypes pop dans les années 50, mais aussi aux artistes femmes dans les années 50, dans le pop, et comment elles se sont elles-mêmes emparées de ces stéréotypes, notamment souvent par le biais de l'humour. Voilà, vous avez la liste des femmes intégrées à l'exposition à l'écran. Merci beaucoup Juliette pour cette actualité qu'on aura peut-être l'occasion d'aller voir. Je ne voudrais pas monopoliser la parole avec une longue conclusion et on va tout de suite passer le micro à la salle si vous avez des questions. En tout cas, je vous remercie tous les trois pour ces pistes de réflexion. Je voudrais juste rebondir sur 2 ou 3 thèmes que nous avons abordés. Donc, vous avez bien expliqué finalement de quelle manière est-ce que ce plaisir visuel qui était apporté à la fois par les œuvres passait à travers justement cette culture visuelle populaire que les artistes détournent, manipulent, se réapproprient. On a vu que c'est un plaisir qui venait autant des œuvres que de ces médias de masse, du divertissement, qui passait également pour certains à travers des souvenirs d'enfance, par exemple. Ce qui a tout à fait fonctionné quand j'ai vu Michael Jackson, ça m'a évoqué comme ça des souvenirs. Et puis également qui passe à travers justement ces nouveaux médias, ces nouvelles technologies que les artistes emploient. Marie, on l'a vu notamment dans les vidéos de Pipi Lottieri, de quelle manière elle utilisait le médium technologique. Et puis également, Juliette, ces frontières qui tombaient entre high and low art, c'était assez explicite justement, à travers ce plaisir qui est suscité par les œuvres, et puis la création, bien évidemment, d'un désir à travers ces industries de masse. Ici, j'avais retrouvé une petite citation de Candice Bright, Marie, que tu nous as montré, qui explique justement à la fois cette attirance pour les médias de masse, pour les images produites par les médias de masse, et en même temps un aspect assez conflictuel, critique parfois, que ces artistes peuvent avoir vis-à-vis de ces images. Et puis un dernier point aussi, on a beaucoup parlé de plaisir, mais François, tu as évoqué les émotions, les affects, les perceptions à travers ces œuvres qui sont effectivement extrêmement importants et qui passent alors parfois par la représentation du corps féminin, mais pas toujours. Et de quelle manière justement est-ce que ces artistes vont parvenir à déconstruire un certain des stéréotypes qui sont véhiculés par ces médias. Écoutez, je vous remercie et je propose de passer la parole à la salle pour les quelques minutes qui nous restent. S'il y a des questions ou des remarques.
si vous n'avez pas de questions, je propose du coup de clore la table ronde et je vous remercie beaucoup pour vos interventions.